Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. Merci encore à tous les éleveurs, agriculteurs qui nous ont reçus durant cette étude, donc qui va porter sur l'évolution et place de l'élevage dans la zone du Grand Pic Saint-Loup. Donc, une thématique autour de l'élevage et de l'intérêt général, qui va vous être présentée donc, par la promotion 2020-2021 de l'Institut Agro de Montpellier. Donc, pour une fluidité de la présentation, je vous invite à couper vos micros et afin de libérer de la bande passante, à éteindre vos caméras pour plus de fluidité. J'ai oublié de mettre ma caméra, je suis désolé, je peux m'excuser. Donc, le programme sera le suivant, donc une courte introduction que je vous présenterai. Puis, mes camarades enchaîneront sur une présentation de l'évolution historique de la zone, ainsi qu'une présentation des différents types d'élevage présents sur la zone du Grand Pic Saint-Loup. Nous terminerons par une comparaison des résultats économiques, ainsi qu'une synthèse générale sur cette étude. Et enfin, nous vous inviterons tous et toutes à nous rejoindre durant une phase de discussion et d'échange. En introduction, donc pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, donc, durant cette étude, ce sont les étudiants de l'Institut Agro de Montpellier, donc ceux de l'option ingénieur et master 2 système d'élevage, donc qui regroupent une vingtaine d'étudiants d'origine scolaire variée, que ce soit aussi bien de l'Institut Agro, des étudiants ingénieurs de l'ISTOM ou de VET-AgroSup, ainsi que d'origine géographique très variée, puisque nous accueillons également des étudiants du Maroc, du Burkina Faso, du Sénégal. C'est inscrit dans le module élevage et territoire, donc qui vise un objectif pédagogique à apporter aux étudiants des compétences permettant à terme de porter un diagnostic aussi bien sur les dynamiques d'élevage que sur les diversités de pratiques présentes au sein d'un territoire. La zone d'étude qui a été retenue a été celle de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, qui a été élargie jusqu'à Ganges. Un petit mot sur la méthodologie qui a été développée sur cette étude. Donc, l'objectif, comme je le disais, était de porter un diagnostic des dynamiques socio-économiques liées à l'élevage pour répondre à la problématique suivante. L'élevage de la zone du Grand Pic Saint-Loup permet-il de répondre à l'intérêt général? Pour ce faire, il y a une première phase qui a visé à comprendre l'organisation spatiale du territoire, qui s'est faite par 2 jours d'observation paysagère, ainsi qu'une semaine de mobilisation des outils cartographiques. Ce qui nous a emmené à réaliser des enquêtes historiques auprès d'éleveurs ayant un recul historique sur la zone d'étude. De ces études ont été dégagées une typologie des exploitations qui nous ont permis de réaliser auprès d'une vingtaine d'éleveurs en activité actuellement des enquêtes pour réaliser un diagnostic économique sur ces types d'élevage. On est suivi une phase de modélisation, d'analyse économique pour aboutir à ce diagnostic. Je vais désormais laisser la place à mes camarades pour vous présenter l'évolution historique de la zone d'étude. Bonjour, donc nous allons à présent vous présenter l'évolution historique de la zone d'étude. Donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter quelle est notre zone d'étude. Donc, au nord, elle est limitée par Ganges, au sud par Saint-Gilles-du-Fesque, à l'ouest par la vallée de la Buège, Viol-le-Fort, et à l'est par Loré, Claré. Voilà, donc nous avons été sur le terrain et pour vous présenter ce que nous avons vu, nous avons fait un transect allant du nord-ouest au sud-est et nous allons vous le présenter sous forme d'un schéma après analyse sur le terrain. Donc, ce que nous avons pu remarquer donc sur le terrain, c'est ce qu'on vous présente ici. Donc, juste pour remettre dans le contexte de la zone d'étude, le climat sur cette zone est plutôt méditerranéen. Donc, sec en été avec des pluies très concentrées, notamment en automne et au printemps. Au niveau de la pluviométrie, il y a un gradient qui va de la plaine de Saint-Mathieu-de-Tréviers jusqu'à la vallée de la Buège, où il y a des précipitations plus importantes donc vers la vallée de la Buège. Au niveau des températures, on a noté deux vallées qui ont vraiment des températures différentes. Donc le vallon de Londres qui est beaucoup plus froid que la plaine de Saint-Mathieu-de-Tréviers.
au niveau du paysage, on a observé des milieux très fermés, notamment dans les hauteurs, sur les coteaux. Donc plutôt avec de la garrigue et de la forêt, et en plaine, vraiment une organisation différente avec donc plutôt des zones avec des terres labourables notamment. Donc ce qu'on a pu observer, c'est que sur la plaine de Saint-Mathieu-de-Tréviers, on est plutôt sur une plaine très viticole, avec des vignes un peu partout dans les plaines et sur les coteaux. Dans le vallon de Londres, il y a encore quelques vignes, mais on a aussi beaucoup de bovins, quelques équins et des caprins, notamment aussi sur les coteaux et en haut du Frouzet. Et la vallée de la Bouège, on a observé donc quelques vignes aussi et des oliviers. Et oui. Donc, on s'est demandé, en fait, en voyant ce paysage, comment ce paysage a été amené à être comme ça, comment c'était avant, est-ce qu'il y avait des différences. Et donc, après des entretiens avec des agriculteurs, notamment retraités, on a distingué ils nous ont plutôt montré un paysage qui était assez ouvert. Donc, comme on peut le voir sur ce transect, même transect à une époque différente, donc en 1950. Donc, on voit que sur les hauteurs et sur les coteaux, c'est des milieux plutôt ouverts. Donc, notamment, c'est dû à d'anciennes activités d'écobuage, de charbon, et on avait aussi des activités de soie. Et en fait, les troupeaux... il y a des troupeaux qui entretiennent ce milieu ouvert. Et on a aussi de la vigne qui est présente dans la vallée de Saint-Mathieu-de-Tréviers et dans le vallon de Londres, et aussi un peu dans la vallée de la Buège. Donc, en fait, cela s'explique notamment à cause de par trois types d'agriculture différentes à cette époque. Donc, nous avons distingué les viticulteurs avec ovins plus bergers salariés, donc qui sont assez grands, des petits viticulteurs et des éleveurs ovins spécialisés dans l'ovin. Donc ces trois agricultures différentes ont des produits différents. Donc pour l'élevage ovin, c'est plus des moutons, des agneaux, de la laine et du migou. Et pour les viticulteurs, du raisin. Donc on a étudié quels changements s'étaient opérés au cours du temps. Au passage de 1950 à 1930-80, il y a eu différents événements, donc notamment deux gels, un en 1956 et un en 1963, qui ont eu des conséquences sur les vignes, qui ont détruit quasiment toutes les vignes. Entre ces deux périodes, on a un début de la motomécanisation et des engrais de synthèse. Et une exode rurale qui s'intensifie dans ces années-là. Donc, on a conclu que les éleveurs ovins commencent à disparaître petit à petit de par l'attractivité des milieux urbains, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre et la baisse du prix des différents produits de l'élevage ovin. Et que les petits viticulteurs disparaissent aussi. Et que les grands viticulteurs, eux, restent ou peuvent racheter certaines petites vignes. Donc, ils se spécialisent soit en viticulture, donc pour faire du raisin ou du vin, soit ils gardent les mêmes activités avec notamment un élevage au vin pour présent. Et quelques éleveurs au vin, quand même, restent aussi pour faire les mêmes produits. Les mêmes produits. Donc, quelles conséquences cela a sur le paysage? On a des milieux qui sont moins ouverts, donc toujours comme on peut voir les forêts et les garrigues qui sont un peu plus fermées, donc sur les coteaux et dans les hauteurs.
On a donc moins de viticulteurs et les vignes qui ont été détruites par le gel, donc des friches, beaucoup de friches, et quelques bovins qui commencent à apparaître seulement en hiver, seulement pendant la période d'hiver, sur la vallée de Londres, le vallon de Londres. Et on a aussi des friches, bien évidemment, dans la partie de la plaine de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Mais il reste encore quelques élevages ovins présents. Donc, ensuite, dans les années 80-2000, on va avoir une nouvelle dynamique qui se met en place avec l'arrivée de nouveaux néo-ruraux qui vont lancer de nouvelles activités. Donc, ça va être par exemple des éleveurs caprins laitiers qui vont s'installer sur des petites surfaces et qui vont y créer beaucoup de valeur ajoutée du fait de ce type d'élevage, et puis aussi de leur mode de commercialisation où ils vont donc transformer eux-mêmes leur lait en fromage pour une part, et puis le vendre en circuit court. Pour les viticulteurs également, il va y avoir un changement puisqu'ils vont plutôt passer en cave particulière, il va y avoir un développement de la qualité et puis un petit peu une baisse de fonctionnement des caves coopératives pour aller vers les caves particulières, où certains vont également se diversifier avec un petit atelier monogastrique comme des canards gras ou des poulets. Il va y avoir des éleveurs bovins allaitants aussi qui vont s'installer à cette époque de manière assez significative. Et les éleveurs ovins vont un peu changer de production puisque du fait des primes et puis du goût des consommateurs, le mouton ne sera plus vraiment un produit de l'élevage ovin, ça sera plutôt des agneaux. Donc, quand on regarde l'évolution du cheptel global sur le territoire entre 88 et 2010, eh bien, on remarque que dans la partie sud et sud-est, qui était déjà peu destinée à l'élevage, l'élevage a fini de disparaître quasiment. D'une part, au sud, vers Saint-Gély-du-Fesque, surtout par l'urbanisation, et puis à l'est aussi par la présence de la vigne qui est restée plus importante, car c'est un peu plus chaud et un peu plus favorable à la vigne dans cette zone. Par contre, plus à l'ouest, donc dans le vallon de Londres et puis sur le causse de la Selle, l'élevage s'est maintenu, voire a augmenté par endroits, du fait de la place notamment laissée par les vignes. Donc, dans les années 2000, la dynamique se poursuit. Donc, il y a des éleveurs bovins allaitants qui sont toujours présents et même des éleveurs ovins qui changent pour aller vers l'élevage bovin allaitant pour diminuer la charge de travail notamment, et puis qui utilisent donc l'espace laissé par les vignes qui ont été arrachées. Il y a toujours des nouvelles installations avec des projets qui coupent avec le système antérieur vigne et ovin. Donc, ça va être par exemple des centres équestres, des éleveurs équins, des éleveurs de monogastriques qui vont faire par exemple du porc plein air, des éleveurs ovins également qui s'installent, mais dans un schéma un peu différent du précédent, c'est-à-dire qu'ils vont plus finir leurs produits, ils vont engraisser leurs agneaux et puis les vendre sous forme de viande transformée. Donc finalement, on a une agriculture qu'on peut un peu qualifier de périurbaine et diversifiée. Donc, en fait, ça s'explique par la présence du foyer de population que représente Montpellier et la Côte de manière générale, et puis par le tourisme qui permet de facilement valoriser ces produits en circuit court. Et finalement, toutes les installations, en général, elles ont en commun de privilégier les circuits courts. Et puis aussi, on note que un certain nombre de ces installations se fait plutôt sur des ateliers qui créent beaucoup de richesses sur des petites surfaces, comme les monogastriques ou les caprins laitiers, par exemple. Cependant, la périurbanisation, elle a aussi certains côtés un peu problématiques pour l'élevage, avec des conflits d'usage. Donc, par exemple, les touristes, il peut y avoir des soucis avec les éleveurs qui gardent leurs troupeaux notamment et qui utilisent des chiens de protection. Et on note aussi des conflits entre les chasseurs et puis les éleveurs. Donc, finalement, on comprend un peu mieux maintenant comment on est arrivé à ce paysage actuel.
avec donc les vignes qui se sont maintenues sur la plaine de Saint-Mathieu-de-Tréviers, puisque cette zone est plus favorable à la vigne. Et elle s'est même développée dernièrement avec l'AOP Pic Saint-Loup en 2017. Donc, il y a des nouvelles vignes qui sont développées, notamment sur les coteaux, pour une meilleure qualité. Dans la plaine du Vallon de Londres, ça va être plutôt de l'élevage bovin qui a pris la place de la vigne. Et d'autant plus que l'élevage allaitant, de manière générale, est maintenant mieux soutenu depuis la modification de la PAC de 2014, qui donne des primes à ceux qui ont beaucoup de surface, notamment. Il y a le développement aussi de l'agriculture biologique en vigne, qui, même si c'est une amorce, permet de renouer un petit peu le lien entre l'élevage ovin et la vigne, puisque dans cette conduite, l'élevage ovin reprend son importance pour la fertilisation des vignes et puis le contrôle de l'enherbement. Et voilà, on le répète, le paysage s'est refermé, et ça, c'est dû d'une part à la baisse de l'élevage qui a fait qu'on ne pouvait plus maintenir le milieu ouvert, mais aussi à l'arrêt de pratiques telles que l'écobuage ou la coupe à blanc de massifs forestiers pour la production de charbon qui se sont arrêtés. Donc, nous allons maintenant passer à la présentation des différents types d'élevage que nous avons pu identifier sur le territoire. Donc, le premier étant dit le plus ancien, qu'on a nommé ovin historique, avec comme race la race Cosnard des Garrigues. Donc, ce sont des troupeaux implantés historiquement sur le territoire et celui qui se rapproche le plus des modèles de conduite traditionnels de la région, mais qui aujourd'hui a tendance à diminuer. La particularité de ce système est la garde qui est réalisée tous les jours et représente une forte charge de travail. Pour étudier et pouvoir comparer les systèmes entre eux, on a réalisé des schémas de fonctionnement. Donc, premièrement, pour comprendre ce schéma, au centre, il y a ce que possède l'exploitation, divisé en terre, travail et capital. Et d'un autre côté, l'interaction entre les systèmes de culture et le système d'élevage de l'exploitation. Et pour compléter ce système, on a mis les flux entrants et les flux sortants. Donc, l'exploitation ovin historique utilise 600 hectares de parcours type garrigue qu'elle utilise grâce au fermage avec 600 hectares d'estives. Un actif est nécessaire pour ce type d'élevage et possède peu de capital car elle possède une bergerie, un hangar et du matériel pour le migou. L'alimentation des ovins de ce type de parcours vient essentiellement du pâturage, mais pour compléter les animaux à certaines périodes difficiles, elle achète du foin de croc. Et ce qui est pour les produits, l'exploitation vend les agneaux légers, les réformes, les agnelles reproductrices, la laine et le migou. Ensuite, nous allons passer au schéma démographique. Donc, le schéma démographique permet d'étudier la productivité par an de chaque exploitation et visualise les produits qui en découlent. Donc, ici, l'exploitation type ovin possède 350 brebis mères qui permet de produire 350 agneaux nés sevrés, dont 270 est vendu en agneaux légers à 2 mois pour l'engraissement. L'exploitation garde 80 agnelles, dont 20 est vendu pour les agriculteurs de la région pour la génétique et 60 est gardé pour le renouvellement. Enfin, 55 brebis de réforme sont vendues chaque année. Nous allons maintenant passer au calendrier zootechnique. Alors, concernant les calendriers zootechniques de notre type d'exploitation ovine, je vais vous présenter le calendrier de conduite et d'alimentation. Donc, ces calendriers présentent les différentes tâches au cours de l'année, comme la lutte, les mises bas, les ventes et la traite s'il y a. Et les différentes sources d'alimentation pour chaque lot d'animaux, donc les surfaces pâturées ou les aliments distribués. Donc, concernant notre type d'exploitation, nous avons des agnelages d'automne en septembre, ce qui permet de vendre des agneaux légers à 2 mois en novembre et à un bon prix à ce moment-là. Les luttes se réalisent donc en mars.
et les ventes des agnelles reproductrices en mars et en septembre. Concernant l'alimentation, les brebis sont majoritairement alimentées par le pâturage, donc sur les parcours en garrigue la majeure partie de l'année et durant l'estive en été, de juin à août. Les brebis ont une complémentation en foin en septembre et octobre autour de la période d'agnelage. Donc, une particularité de ce système est que la garde est importante, elle représente une grande partie du travail, à peu près 7 heures par jour. Non, je mets que tu reviennes, s'il te plaît. Merci. Et donc, concernant les agnelles, après, l'alimentation, elles sont conduites de la même façon au pâturage sur les parcours et en estive que les brebis. Et les béliers sont alimentés en foin toute l'année. Donc, maintenant, je vais vous présenter le calendrier de travail, notre type d'exploitation. Le calendrier de travail présente le nombre de jours de travail pour chaque mois de l'année dans notre exploitation type pour les différentes tâches. Donc, les jours sont comptés en nombre de jours de travail, un jour de travail de 8 heures. Alors, la garde, comme je l'ai dit précédemment, représente une bonne partie du travail, surtout l'été. Durant l'estive, on atteint des journées de travail de 12 heures. Et une autre partie du travail consiste à ramasser le migou dans la bergerie. Et les agnelages représentent aussi une grande partie du travail en septembre. On a un pic de travail à ce moment-là, avec des journées de 14 heures par jour environ, soit quasiment l'équivalent de 2 jours de travail de 8 heures en une seule journée, ce qui explique qu'on atteint 50 jours de travail pour le mois de septembre. Donc voilà, je vais maintenant passer la parole à la présentation d'un autre type d'exploitation, les systèmes qu'apprend fermier. Alors, le système que je m'en vais vous présenter est un système qui a été à l'initiative des néo-ruraux qui se sont installés dans les années 80-2000 et qui ont pu s'installer avec une utilisation de peu de surface et avec la création de richesses via la transformation de lait en fromage. Donc, notre exploitation type va être composée de 60 chèvres mères de race alpine qui vont être alimentées sur 80 hectares de parcours en Bohoro avec 3 hectares d'aires d'exercice. Donc, en plus de cela, elles seront également alimentées avec 50 tonnes par an de foin de croc et 9 tonnes par an de concentré. Les chevreaux qui seront produits seront, eux, alimentés à la naissance avec de la poudre de lait. Donc, de ce système-là va permettre de produire par année 24 000 litres de lait qui va être transformé en fromage frais, en fromage affiné et en faisselle. Donc, en plus des chevreaux d'une semaine et des réformés qui seront vendus, des chèvres reformées qui seront vendues et le fumier. Donc, grâce à ce système-là, pourra fonctionner à l'aide de 2 actifs, mais aussi de tout ce qui est équipement et bâtiment qui vont permettre le fonctionnement de la chèvrerie, mais aussi de la fromagerie. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un système à 60 chèvres qui va produire 90 chevreaux, dont 78 seront vendus à une semaine, donc avec un taux de renouvellement de 20%. Donc, il y a très peu de mortalité dans cette ferme type. Je vais continuer avec les calendriers zootechniques. Donc, contrairement aux ovins historiques, la mise bas s'effectue sur la période de février-mars, donc ce qui constitue une mise bas de printemps qui correspond à la pousse de l'herbe. Cette mise bas correspond également au début de la lactation des chèvres et au début de la transformation fromagère. Ensuite, sur le calendrier d'alimentation, les chèvres sont alimentées, comme on vous l'a expliqué précédemment, au foin de croc toute l'année, plus déconcentrées sur la période de lactation qui s'étale de la mise bas jusqu'au tarissement, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre. Elles ont également accès au parcours pour environ 3 à 4 heures par jour, sauf à la période de mise bas où les chèvres sont en bâtiment. Les chevrettes, elles,
sont retirés de leur mère à la misbah pour ensuite être réintroduits au troupeau et sont alimentés par la poudre de lait. Les boucs, eux, sont intégrés au troupeau à la période de reproduction au mois de septembre jusqu'à la misbah et sont alimentés au foin de croc et au concentré, ainsi que les parcours quand ils sont avec le troupeau. Donc, sur le calendrier de travail, on peut remarquer une certaine diversité des tâches, contrairement aux ovins historiques, avec des tâches qui sont présentes toute l'année, comme l'alimentation et les soins, plus la garde. À ces tâches s'ajoutent trois autres tâches, la traite, la transformation fromagère et la commercialisation à partir du mois de mi-février jusqu'à fin octobre. On peut remarquer un pic de travail au mois de mars, car il y a toutes les tâches, plus les tâches de misbah qui s'ajoutent. Donc, comme on vous a expliqué, ce type d'exploitation nécessite vraiment deux actifs, puisque les tâches de commercialisation qui s'effectuent pour la plupart du temps dans ce système en vente directe sur les marchés sont généralement le matin, en même temps des tâches de traite et de transformation fromagère. Donc, c'est vraiment une nécessité d'avoir deux actifs sur cette ferme. On a aussi remarqué un autre archétype sur lequel on ne s'est pas concentré, qui représente un nombre beaucoup plus important de chèvres, à plus de 200 chèvres, mais avec un système de commercialisation différent, plus basé sur les grandes et moyennes surfaces et qui nécessite de l'embauche salariale. Donc, malgré que ce système soit quand même assez important sur la zone, je vais passer la parole à Margot qui va vous présenter le système le plus important sur la zone qu'on a étudiée. Le système bovin laitant s'est installé dans la région depuis les années 80 en partant de l'arrachage des vignes pour occuper les terres, notamment dans le vallon de Londres. Nous avons ici représenté une exploitation type avec 50 vaches mères de race Aubrac, qui est la race la plus représentée dans la zone d'étude, sur 500 hectares de SAU. Comme pour les ovins, la surface de l'exploitation est essentiellement composée de garrigues sur lesquelles pâturent nos vaches. Nous distribuons également du foin, mais nous, contrairement aux ovins, nous le faisons nous-mêmes. Pourquoi nous possédons des surfaces de prairies de fauche et tout le matériel nécessaire pour faire la fauche. Nous vendons des produits non finis, comme c'est le cas du système ovin, qui sont en fait des broutards vendus en vif à des négociants et qui partent dans des ateliers d'engraissement ou en Italie. Et nous vendons également des produits finis, comme c'est le cas des caprins, qui, dans notre cas, des allaitants, sont en fait des caissettes de viande de broutard et de bœuf vendus en vente directe. Comme nous avons des produits finis, nous avons besoin d'acheter des concentrés pour finir nos animaux et pour leur apporter un peu de gras. Donc, comme nous n'avons de surface de culture céréalière, nous achetons des céréales et des bouchons de luzerne déshydratés et nous possédons donc un bâtiment pour l'engraissement et nous faisons la prestation d'abattage et de transformation. Concernant le schéma démographique, donc ici, nous avons 50 vaches mères qui donnent 47 environ veaux par an, dont 15 de ces veaux vendus en broutard de 8 mois en vif pour l'Espagne ou l'Italie, et 27 sont abattus à 12 mois pour être vendus sous forme de caissettes en viande directe. Là, on a voulu représenter le fait que globalement, la vente directe était prédominante par rapport à la vente d'animaux vifs. Concernant les calendriers zootechniques, donc pour le calendrier de conduite, contrairement aux deux systèmes précédents, nous, on essaye d'étaler nos naissances, donc qui se font sur environ 5 mois, afin d'essayer d'étaler nos ventes sur une période plus longue pendant l'année.
Concernant le calendrier d'alimentation, comme pour les ovins, nous sommes sur une alimentation essentiellement basée sur le pâturage en garrigue, avec un départ en essive pendant l'été. Par contre, nous, la grande différence, c'est que lorsque nos vaches sont au pâturage, elles sont dans des parcs. Du coup, il n'y a pas de garde avec de la part de l'exploitant. Sur le calendrier de travail, les tâches les plus importantes correspondent à l'alimentation, l'observation et loin des animaux. Comme c'est des tâches quotidiennes, ces activités sont réparties toute l'année et on observe un pic de travail durant les périodes de vélage. Nous avons donc, comme vous devez le voir, globalement un calendrier de travail qui est beaucoup moins chargé que les 2 systèmes précédents. Parce qu'en fait, contrairement au système ovin, nous, on n'a pas besoin de consacrer du temps à la garde du troupeau, parce que nos animaux, ils sont parqués. Et contrairement au système aprin, nous n'avons pas de temps à consacrer à la traite et beaucoup moins de temps à consacrer à la transformation des produits, puisque dans le système aprin, c'est les exploitants qui font le fromage eux-mêmes. Donc, on a une activité qui nécessite beaucoup moins de travail et ce qui contribue à expliquer l'installation des bovins dans la région. Je vais maintenant passer la parole à mon camarade qui va vous présenter le système équin, un système qui s'est mis en place un peu plus tard. Concernant les systèmes de production équin, lors de nos enquêtes, on a abouti à l'identification de 2 types de systèmes, les centres équestres et les élevages équins proprement dit. Du coup, notre analyse a porté plutôt sur les élevages équins, dont un modèle est présenté là. Du coup, cet élevage est récent et installé sur peu de foncier, 21 hectares, qui est totalement en propriété. Et du coup, l'absence de terre en fermage à la différence des autres systèmes. Et on y trouve un seul actif. En revanche, par rapport aux autres systèmes, on remarque l'absence de terre de pâture, puisque tous les intrants alimentaires sont achetés à l'extérieur de l'exploitation, à l'exception de la luzerne qui est produite sur l'exploitation. En termes d'effectifs, cet élevage dispose de 35 équins, dont 15 sont en pension, et notamment de races diverses, notamment lusitanien, pur sang arabe, hanovérien, etc. En termes d'intrants particuliers par rapport aux autres systèmes, on aperçoit des frais de maréchalerie et des frais vétérinaires qui sont notamment très importants puisque c'est des animaux qui ont un coût élevé et du coup, on est plus sur la prévention. Ces systèmes disposent également davantage d'une large gamme d'équipements et surtout des équipements qui sont dédiés au travail des chevaux. Finalement, en ce qui est des produits, les produits principaux dans cette exploitation sont la vente de chevaux et de fumier. Mais ce qui est vraiment particulier par rapport aux autres systèmes, c'est la vente de services, tels les services de pension, de saillie et de travail des chevaux. Concernant le schéma démographique de cette exploitation type, on aperçoit 4 juments qui sont mises à la reproduction avec 6 étalons et du coup, peu d'animaux sont mis à la reproduction par rapport au précédent système. Et comme produit issu, on a en moyenne 2 poulains à l'année. Cette progéniture est gardée jusqu'à l'âge de 4 ans, puis les mâles sont vendus après débourrage et les femelles sont gardées pour les mettre à la reproduction 1 an plus tard. Le taux de réforme faible par rapport aux autres systèmes est expliqué par l'exploitation des animaux jusqu'à la fin de leur carrière, même jusqu'à leur mort. Par rapport au calendrier zootechnique, donc la reproduction se fait de mars à juin. Donc il y a 2 styles de reproduction. Donc si c'est pour les juments de l'exploitation, c'est de la monte naturelle. Et si c'est pour la vente de semences fraîches, ça se fait par récupération du coup directement et il n'y aura pas de monte. Du coup, le poulinage arrive 11 mois plus tard. Comme on a vu, il n'y a pas de surface pâturée. Du coup, au final, toute l'alimentation se passe par de la distribution directe, donc du foin et du grain 2 fois par jour. En ce qui concerne le calendrier de travail, donc, il y a tout ce qui est alimentation, nettoyage de bosses administratives et travail à longe qui est quotidien et qui est toujours équivalent tous les mois, qui est toujours le même.
Le calendrier de travail est plutôt homogène avec seulement un pic entre mars et juin, du coup, pendant la reproduction, où il y a l'assimilation et le suivi des juments qui est un petit peu supérieur au reste de l'année. Du coup, on va passer la parole au prochain système d'élevage. Donc, je vais vous présenter un autre type d'élevage présent dans notre zone d'étude qui s'appelle ovin itinérant. Donc, c'est un type d'élevage qui est arrivé dans notre zone d'étude il y a 5-10 ans et il est généralement constitué de néo-ruraux, c'est-à-dire des gens qui exerçaient avant d'autres fonctions, par exemple de cadres, de techniciens dans d'autres domaines, qui sont convertis pour devenir éleveurs, qui est un aspect très important comparé aux autres. Donc, du coup, c'est un système constitué généralement de troupeaux constitués d'espèces mixtes, c'est-à-dire d'ovins et de caprins. Dans notre système, à nous, donc nous, on a pris 100 brebis de race rayole et 10 chèvres roves sur 300 hectares de SAU constitués de garrigues, d'estives et de prairies permanentes. Mais notons que donc ces 300 hectares sont constitués de baux oraux, ce qui est très important à noter pour la suite. Ce système aussi se différencie beaucoup des autres. Au niveau des intrants, donc nous, on fait beaucoup de transformation de laine et de viande, c'est-à-dire c'est un système où les éleveurs valorisent beaucoup leurs produits. Comparé aux autres aussi au niveau d'équipement et de bâtiments, c'est un système qui demande peu de capital. Comparé aux autres, ils ont des bâtiments d'élevage, ainsi de suite, mais nous, on a juste le strict nécessaire. Si nous prenons l'exemple des produits, c'est un système donc qui valorise beaucoup de produits. Par exemple, comparé aux autres, il y a des broutards, c'est-à-dire des animaux qui ont entre 12 et 14 mois, mais notons qu'aussi il y a beaucoup de ventes d'autres produits, par exemple de la laine et d'autres produits issus de la laine. Pour mieux comprendre tout ce système, donc, nous allons expliquer le schéma démographique. Donc, sur nos 100 brebis, donc, nous avons 100 agneaux. Ces 100 agneaux sont répartis en moutons et en broutards, mais aussi en agneaux de 3 à 4 mois qui sont vendus en caissettes. Mais aussi, notons que donc, il y a aussi des agnelles de reproduction et des agnelles vendues pour la repro, mais aussi avec un taux de renouvellement de 20%. Il y a aussi un autre schéma démographique constitué essentiellement que de caprins. Donc, on vous avait dit tout à l'heure, on a 10 chèvres roves. Donc, ces chèvres roves sont destinées pour la production de viande qui vont produire 14 chevreaux. Ces 14 chevreaux donc, sont destinés à la vente de viande, mais aussi avec quelques-uns gardés pour le renouvellement. Donc, au niveau du calendrier d'élevage, donc il y a des différences à noter comparées aux autres. Donc, si nous prenons l'exemple des ovins historiques, donc le misbah, pour eux, c'est durant l'automne. Mais par contre, ici, nous, le misbah, c'est durant le printemps. Donc, c'est un système qui conserve donc le cycle naturel de l'animal. Mais aussi, notons que donc, au niveau de l'alimentation, c'est un système qui donne pas, qui complémente pas, c'est-à-dire qui ne donne pas de foin, premièrement, qui ne donne pas de concentré. Donc, c'est un système conduit 100% pâturage plein air. Voilà, donc au niveau du calendrier, donc, on a noté que c'est que du garrigue, des estives, donc, que vous voyez ici sur le calendrier de travail. Sur le calendrier de travail, donc, vous allez voir que donc, il y a beaucoup de gardes d'estives et de gardes de garrigue qui occupent la majeure partie du temps, mais aussi notons que donc il y a pas mal de temps aussi concentré pour les agnelasses et la surveillance des veaux, mais aussi il y a un autre aspect qui est le relationnel. Tout à l'heure, je vous avais dit que ces 300 hectares, ce sont des baux oraux, mais l'éleveur aussi concentre pas mal de temps pour négocier, histoire d'avoir des terres avec les collectivités locales. Donc, je vais passer la parole à mes autres collègues qui vont vous présenter un autre système
d'élevage présents dans cette zone. Merci. Donc maintenant, je vais vous présenter le fonctionnement d'un élevage type en port plein air. Donc c'est un type d'élevage très récent qui permet de s'installer rapidement sur peu de foncier. Donc à propos du schéma de fonctionnement, à la différence des autres systèmes d'élevage de ruminants, l'élevage porcin permet de créer une activité sur une faible surface. En effet, il va pouvoir être racheté en propriété une dizaine d'hectares de garrigues à faible valeur alimentaire, mais qui suffira pour y créer de la richesse. Le parcellaire est d'ailleurs souvent divisé en plusieurs parcs de 0,5 à 2 hectares. Ce type de système est conduit par un seul actif en général. Les clôtures et le matériel lié à la vente en frais sont les deux grandes catégories d'équipements. D'ailleurs, la pose de clôture est obligatoire en lien avec la présence de sangliers sur le territoire et la réglementation sur la peste porcine. Au sujet du système d'élevage, on parle d'un élevage naisseur-engraisseur dans une recherche d'autonomie au niveau des porcelets. À propos des intrants, ce qui diffère beaucoup des autres systèmes de production que vous avez vus auparavant, ce sont les 73 tonnes d'aliments achetés exclusivement à l'extérieur. Enfin, si l'on se penche sur les produits, on va trouver une diversité plus importante en termes de type de produits, de quantité, de prix comparé aux autres systèmes d'élevage. À propos du schéma démographique, donc l'exploitation type détient environ 8 truies et 2 verras qui produisent 82 porcs engraissés par an. 2 des porcelets femelles sont gardés pour le renouvellement. Un verra est remplacé tous les 3 ans et 2 truies sont réformées chaque année. Les porcs vont être répartis selon 2 abattoirs et comparés aux autres systèmes d'élevage, on dispose d'une plus large gamme de produits qui fait écho justement à cette recherche de création de richesse sur une petite surface. Pour passer à la conduite du troupeau, c'est important de noter que nous n'avons pas ici une production saisonnée. On produit toute l'année grâce à l'organisation en 4 lots de 2 truies. On va en effet pouvoir saillir le premier lot, puis décaler dans le temps la saillie des autres lots. Ceci permet donc d'assurer des naissances régulières et qui permettent de sortir des porcs engraissés tout au long de l'année. En termes d'alimentation, même si les porcs sont élevés en plein air, le pâturage, notamment parce que l'on exploite des garrigues, n'a aucune valeur nutritionnelle. Ainsi, des bouchons du commerce vont être distribués aux animaux pour les nourrir. Pour les truies, la ration sera en fait adaptée selon leur stade physiologique, avec une ration plus importante lors de l'allaitement. L'engraissement des porcs, lui, se fait de façon progressive. La portion augmente au cours des 12 mois d'engraissement. Concernant le travail, la production non saisonnée déjà évoquée conduit à un calendrier de travail qui est très homogène, hormis en août avec la présence de 2 semaines de vacances. L'organisation se faisant surtout à la semaine, on remarquera aussi que par rapport aux autres exploitations, le temps accordé à la vente et à la transformation équivaut à celui accordé à l'élevage, un temps qui est expliqué par la volonté d'ajouter de la valeur à la production et faisant écho à cette dynamique de circuit court. Et maintenant, nous allons laisser la parole à l'analyse économique. Donc, nous avons également étudié les aspects économiques de ces élevages types afin de les comparer. Donc, nous nous sommes appuyés sur 2 indicateurs, la valeur ajoutée et le revenu. Pour calculer la valeur ajoutée, nous nous sommes appuyés sur le produit brut auquel nous avons retiré les consommations intermédiaires, les dépréciations économiques, et nous avons notre valeur ajoutée nette. Ensuite, en ce qui concerne le revenu, nous avons récupéré cette valeur ajoutée nette, auquel nous avons retiré les éventuels intérêts bancaires pour ceux qui ont des prêts, les impôts type impôts fonciers pour notamment ceux qui sont propriétaires, les éventuelles rentes foncières, et enfin les salaires pour ceux qui avaient des salariés à rémunérer. Nous avons également ajouté les subventions afin d'obtenir l'ensemble de ce qu'on appelle le revenu agricole. Nous avons donc ce que nous appelons donc la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur de ce que les agriculteurs produisent, et le revenu agricole qui correspond à la valeur de ce que les agriculteurs gagnent. Donc nous avons comparé ces valeurs ajoutées entre chaque élevage type dans les conditions bien sûr actuelles de prix. Et ce que nous observons, c'est que les systèmes allaitants type ovin, bovin, ovin historique, ovin itinérant et bovin allaitant ont une faible valeur ajoutée, que ce soit par animal ou par unité de surface. En ce qui concerne les équins, ils ont plutôt une forte productivité.
Et en revanche, pour les caprins, la valeur ajoutée par hectare s'abaisse car ce système utilise plus de surface pour pâturer, ce qui n'est pas le cas pour le porc planaire, qui fait que, à l'inverse, sa productivité à l'hectare augmente. Ensuite, nous avons voulu regarder plus précisément ce qu'il se passait pour la construction de la valeur ajoutée, avec le niveau d'investissement, puisqu'on se rappelle que ce niveau d'investissement entre dans la construction de la valeur ajoutée. Donc là, ce que nous observons, c'est qu'il existe des systèmes avec un fort besoin d'équipement par actif, comme celui des bovins ou des équins, par rapport à d'autres systèmes qui ont un moins besoin d'équipement, qui investissent moins dans les équipements, comme les systèmes caprins ou ovins. Ensuite, donc voilà, nous sommes, après avoir analysé la valeur ajoutée, nous nous sommes penchés sur les revenus. Donc, nous vous présentons ici le revenu agricole par actif et elle-même revenu par unité de surface par actif. Et donc, ce que vous voyez là, donc plusieurs courbes, et une courbe correspond à un ensemble de fermes qui ont les mêmes pratiques d'élevage. Par exemple, là, si on prend la courbe verte foncée, qui correspond à celle des ovins historiques, cette courbe représente l'ensemble des systèmes type ovins historiques avec plusieurs niveaux de surface. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'au-delà d'une certaine surface propre à chaque type, les éleveurs tirent un revenu correspondant. Et donc, si on compare un peu aux éleveurs que nous avons interrogés les éleveurs interrogés du Grand Pic Saint-Loup, ils se situent sur ces courbes-là et donc on peut dire que ces éleveurs vivent de leur métier. Cependant, attention, puisque ce revenu est également constitué de subventions, comme nous le montre ce graphique, et notamment pour les ovins historiques, où ce revenu est constitué de 100% des subventions. Également, on peut aussi regarder celui des bovins allaitants et des ovins itinérants, où plus de 50% du revenu agricole est constitué des subventions. Également, il faut aussi contrebalancer avec la quantité de travail, puisque nous avons vu dans les calendriers de travail précédemment qu'ils étaient très chargés. Et donc, pour tenir compte de cette charge de travail et nuancer avec le revenu par an de chaque type d'élevage, nous avons ramené ces revenus par jour de travail. Et ce que l'on constate, donc ici nous avons représenté également le SMIC journalier, que pour une forte quantité de travail, ces élevages dégagent en moyenne un SMIC journalier, hormis pour le porc plein air qui est légèrement en dessous, et pour les bovins allaitants qui sont bien au-dessus. Donc maintenant, à partir de tout ce qu'on a vu et ce qu'on a appris pendant 4 semaines, on a essayé de se replonger sur notre problématique de départ et d'y répondre. Donc notre problématique de départ est l'élevage de la zone Grand Pic Saint-Loup permet-il de répondre à l'intérêt général? Donc déjà, on s'est demandé comment on définit l'intérêt général. Qu'est-ce que c'était pour nous un élevage qui répond à l'intérêt général dans la zone du Grand Pic Saint-Loup? Donc pour nous, c'est un élevage qui nourrit, donc en quantité, en qualité, qui est présent sur les marchés d'alimentation locale. C'est un élevage qui est créateur d'emplois, que ce soit en nombre d'actifs sur les exploitations agricoles, qui permet une facilité d'installation, des niveaux de revenus décents, qui est également une dynamique croissante. Un élevage qui répond à l'intérêt général, c'est un élevage créateur de richesses, également un élevage qui entretient l'environnement, donc qui maintient les milieux ouverts, qui renouvelle la fertilité et également qui garantissent la durabilité de cet environnement et de ce paysage et qui garantissent un environnement sain et agréable pour les populations locales. Donc, par exemple, en partant de ce dernier enjeu, donc celui de maintien du milieu ouvert, on a identifié des grands types d'exploitation qui permettent d'y répondre, donc qui vont être situés au niveau du plus en haut de la diapo, et des grands types d'exploitation qui, au contraire, ne répondent pas à ces enjeux.
Donc, pour le maintien du milieu ouvert, les élevages extensifs allaitants, ovins historiques, ovins itinérants et bovins allaitants répondent à cet enjeu de maintien du milieu ouvert du fait des grandes surfaces exploitées et du cheptel important. Et au contraire, le grand type d'élevage utilisant peu le milieu, donc les élevages sur de plus petites surfaces comme porcins et équins, et le type caprin laitier répondent moins à cet enjeu de maintien du milieu ouvert. Pour ce qui est des enjeux de création de valeur ajoutée et de création d'emplois, le grand type d'exploitation qu'on a identifié qui répondent à ces enjeux sont les élevages qui transforment les produits, donc comme le caprin laitier, le porcin et l'ovin itinérant, et l'élevage fournissant des services, donc l'élevage équin. Donc ces élevages répondent à la création de fortes valeurs ajoutées, comme on l'a vu précédemment dans les graphiques, et à la création d'emplois, du fait d'emplois créés au sein des exploitations, mais aussi en amont et en aval des filières. Et à contrario, l'élevage ovin historique et l'élevage bovin allaitant ne permettent moins de participer à la création d'emplois, puisqu'ils mobilisent de grandes surfaces pour un actif, et ne participent pas non plus tant que ça à la création de valeur ajoutée, puisqu'ils sont largement subventionnés. Enfin, le dernier enjeu qui nous paraissait très important d'étudier, c'était la place de ces élevages de la zone Grand Pic Saint-Loup dans les marchés d'alimentation locaux. Donc, les types d'élevages qui sont présents sur ces marchés locaux sont les élevages qui valorisent leurs produits, donc les caprins fermiers, porcins, ovins itinérants et une partie des élevages bovins commercialisant en vente directe. Et une partie de ces élevages sont à l'initiative de néo-éleveurs, comme les 3 premiers qu'on peut voir. Et donc, de l'autre côté, les élevages qui répondent moins à cet objectif de fournir les marchés locaux sont l'élevage ovin. Ce sont les élevages qui exportent hors du territoire, donc ovins historiques, une partie des bovins allaitants exportant leurs produits, et l'élevage équin qui est fournisseur de services. Donc, à partir de ces conclusions, on a essayé de penser et de réfléchir à quels seraient nos axes, nos suggestions pour définir des politiques plus justes. Donc, nos premiers axes de réflexion seraient soutenir l'accès au foncier pour notamment faciliter des installations en élevage. Également, on a pensé à l'importance de soutenir et de financer des outils collectifs d'abattage et de transformation au vu de ces nouveaux élevages qui s'installent et qui sont demandeurs de ces outils-là. Enfin, on s'est dit que pour faciliter encore plus à grande échelle de nouvelles installations, pourquoi pas mener des actions à grande échelle d'ouverture du milieu, parce qu'on a vu que ce n'était pas seule la charge animale qui permettait d'ouvrir le milieu, elle permet de le maintenir, mais pas de l'ouvrir à grande échelle. Et enfin, pourquoi pas réfléchir à des subventions à l'actif et non à la surface. Enfin, pour terminer, donc, avec le schéma précédent, ce qu'on s'est rendu compte, c'était que c'était l'élevage ovin itinérant qui répondait fortement à l'intérêt général de la zone, puisqu'il permet de maintenir le milieu ouvert, créer de la valeur ajoutée, créer de l'emploi et commercialise localement. Donc, on s'est dit qu'en effet, il serait intéressant de soutenir ces nouveaux types d'élevage, également puisque il a des applications qui convergent avec les enjeux nouveaux en viticulture, donc de contrôle de l'enherbement et restitution de la fertilité. Donc, voilà, on est très content de vous avoir présenté ce travail. Et voilà, je laisse la place à ma camarade.